Paris, à quelques centaines de mètres de l'Arc de Triomphe. Sur une allée traversant le bois de Boulogne, un motard a percuté un autocar de tourisme en stationnement. Le bus s'est immédiatement enflammé. Les passagers sont sains et saufs, ils étaient en visite en centre-ville, mais le conducteur de la moto, lui, est mort sur le coup. Sur les accidents les plus graves, la police dépêche les experts du STJA. Jérôme, chef d'équipe, doit déterminer les circonstances qui ont conduit au drame. L'heure et le lieu de l'accident, un axe peu fréquenté avec une vue dégagée. Tout cela intrigue le policier. En pleine journée, en comme ça, il est quoi? Il est 16h, 15h quand ça s'est passé. C'est pas trop habituel quand même non plus à cette heure-ci. Mais là, il a bien tapé. L'enquêteur examine d'abord le corps de la victime qui a été sorti des flammes par un témoin. Poignet côté gauche pété. On va juste peut-être le retourner. Ça expliquerait. Quand il arrive de face, les poignets sont... c'est ça. En observant les lieux de l'accident, Jérôme fait une constatation surprenante. On n'a aucune trace de freinage. On regarde l'axe de la moto. Il n'y a pas de trace de freinage, il n'y a pas de trace de ripage. Le motard semble ne pas avoir cherché à éviter le bus. Jérôme doit envisager toutes les hypothèses. Un véhicule aurait-il pu gêner le motard? Pour l'enquêteur, c'est peu probable. Là, a priori, il est seul en cause. Donc là, on n'a pas d'infraction, de délit, d'homicide involontaire par conducteur. C'est vraiment lui qui serait seul en cause. Donc il faut maintenant déterminer pourquoi il a perdu le contrôle, en tout cas pourquoi il est venu percuter directement l'arrière du bus. Le commandant Jurkowski s'est spécialement déplacé sur les lieux. Il demande à ses hommes de concentrer leurs recherches sur l'identité du conducteur. Un portefeuille retrouvé sur le motard apporte aux policiers un éclairage nouveau. On a affaire à un très jeune homme qui a depuis peu son permis. Quel âge? Il a 25 ans. Et il a son permis depuis très peu de temps et je pense que malheureusement, ça c'est le souci, quoi. Il a voulu s'exercer sur un axe qui est assez dégagé tout le long. Mais vous voyez, un obstacle comme celui-là, et puis un moment d'inattention, c'est ça l'accident de la route. Une seconde d'inattention, un regard à droite et on prend. Parce que sinon c'est inexplicable. La ligne droite était bien dégagée quand ça s'est passé. C'est bien triste pour ce jeune homme. La vitesse et l'inexpérience de ce jeune motard lui auraient été fatales. Il reste maintenant à découvrir ce qui a provoqué l'incendie. Le commandant demande à observer la moto. Et un détail au niveau du réservoir l'interpelle tout de suite. Le bouchon, il a sauté, là. Là, vous ne l'avez pas touché, là, avant de... Ah non, vous l'avez juste tiré. Le fait qu'il n'y a plus de bouchon sur le réservoir à essence qui pourrait expliquer que l'essence a giclé comme ça. Le matériau composite à l'arrière, comme les pare-chocs, s'enflamme assez rapidement. Et c'est ce qui a fait... heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Parce que ça a dû aller très vite. Les hommes du STJA viennent de recueillir le maximum d'indices. Les lieux de l'accident vont pouvoir être nettoyés et rendus à la circulation. Mais pour confirmer leurs conclusions, ils doivent rentrer au commissariat entendre les témoins du drame. À commencer par le chauffeur italien de l'autocar qui a brûlé. Par chance, il ne se trouvait pas à l'intérieur, mais il a assisté impuissant à cette terrible scène. Alors, vous vous retournez, vous voyez quoi? Ho visto che le fiamme aumentavano, J'ai vu que les flammes augmentaient. c'era la moto sotto, La moto était au-dessous, sul bus. In 2 minuti è stato mais una pendant roba le laps de temps de 3 minutes, qu'est-ce qui est successo? e tutto si è incendiato, tutto. Tout s'est enflammé. Son stationnement était autorisé. Il n'est donc pas considéré comme responsable du drame. Pour autant, l'homme est en état de choc. Dans le bureau d'à côté, Entrez, monsieur, je vous en prie. les enquêteurs auditionnent en tant que témoin l'homme qui a courageusement sorti le motard des flammes. Quand j'ai vu que le gars était encore sur la moto, et il commence à voler, bon bah là, il fallait l'enlever. Et lui, il était avachi comme ça. Il dessus, droit en bras qu'on ne pouvait pas retourner. Il était vivant ou pas? Non, il était laissé. D'accord. La visière, elle avait cramé? Ouais, elle avait cramé, elle avait fondu. D'accord. Je pense qu'elle avait fondu. Et tout le tour du casque brûlait. C'est pour ça que j'ai cherché de l'eau partout, Ah ouais. pour essayer d'éteindre le feu au niveau du casque. Parce que imaginez que les parents... Ouais, je me rappelle d'une affaire où c'était une jeune fille qui était passée sous un camion et
On a eu de la chance, elle n'avait pas été trop abîmée. Et donc, son petit ami, ainsi que ses parents, ils souhaitaient voir le corps. Donc, on savait qu'on aurait pu le montrer. Mais il y a des fois où là c'est un peu difficile quand même. Hein. La mort et les scènes tragiques, c'est le lot quotidien des hommes du STJA. Le commandant Jurkowski nous montre la vidéo d'un accident très violent qui a particulièrement marqué sa brigade ces dernières semaines. Lorsqu'on suit les images, rien de particulier, tout le monde circule normalement. Et on va voir arriver donc, le cyclomotoriste qui arrive ici. On le suit. Et là, on voit déjà que la vitesse est rapide. Il essaye de doubler, on voit son clignotant. Et là, c'est trop tard. Il s'aperçoit et c'est terminé. Le choc a eu lieu. Il arrive comme une bombe. Lorsqu'on voit la chute, il a plus du tout de conscience d'essayer de se mettre en protection. Il est complètement comme un projectile. Donc 20 km/h en dessous et ça finissait pas en drame. Absolument. Il pouvait maîtriser son engin. Un casque n'empêche pas un choc crânien important, c'est le cas ici. Et finalement, cette personne va être tétraplégique. Alors que depuis les années 70, le nombre de morts sur les routes diminuait, ces 2 dernières années, les accidents mortels sont repartis à la hausse. Avec 3500 personnes tuées en France, 2015 est une année noire. Alors les autorités mettent sur le coup leurs meilleurs éléments. À Paris, pour tenter de limiter ces drames, Pierre de la compagnie motocycliste de la préfecture de police traque les comportements dangereux. Téléphone au volant, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Conducteur sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. En fait c'est déjà positif là, sur le cannabis et sur la cocaïne. La cocaïne, je suis positif. Oui. Non, c'est possible. Non-respect du code de la route. Ils ont fort à faire, notamment avec les 2 roues. Le feu là-bas, pourquoi vous le grillez? Combattre les dangers de la route, c'est aussi la mission des CRS. 147 km/h. Au sud de Paris, sur l'un des axes les plus fréquentés, le Major Bernard lutte contre les vitesses excessives, souvent à l'origine d'accidents spectaculaires. Il freine, il percute l'arrière de la camionnette et il chute en contrebas sur la ligne du RER. Sur les voies rapides, ou même en centre-ville, en France, toutes les 2 heures, des destins sont brisés sur les routes. Comment les policiers font-ils pour combattre ce fléau? Plonger dans la lutte contre la délinquance routière. À Paris, les accidents graves sont souvent causés par de petites imprudences, a priori anodines. À quelques pas de Notre-Dame, une brigade historique est spécialisée dans la répression de ces délits du quotidien. C'est la compagnie motocycliste de la préfecture de police de Paris. Garde à vous. Pierre est motard depuis 6 ans. Présent. Avec son équipe, il est confronté chaque jour au grand n'importe quoi parisien et ne laisse désormais plus rien passer. Au guidon de leur moto, Pierre et son collègue arpentent les rues de la capitale avec pour but premier de débusquer les comportements dangereux. Leur priorité en patrouille, les conducteurs qui téléphonent au volant. Une mauvaise habitude qui s'est banalisée. Il est responsable d'un accident corporel sur 10. À ce carrefour, on distingue que le feu est passé au vert, mais quelque chose semble bloquer la circulation. Et alors, tout le monde vous attend. Venez avec moi. Cette jeune conductrice, complètement happée par son téléphone, ne semblait pas se préoccuper des coups de klaxon qui lui étaient adressés. Vous avez vu à quel point ça peut être gênant le téléphone, pas seulement dangereux, problématique pour tout le monde. Imaginez que derrière, ça soit pas monsieur et madame tout le monde qui attend sagement parce qu'il n'est pas spécialement pressé, mais que ça soit une ambulance. Est-ce qu'on va attendre que vous ayez fini votre texto? L'utilisation du téléphone, même muni d'une oreillette, est interdite et sanctionnée de 135 € d'amende et d'un retrait de 3 points sur le permis. Allez, au revoir, madame. Si Pierre n'est plus étonné du nombre de portables au volant qu'il verbalise, cette infraction n'est pas sa seule occupation. Une catégorie d'usagers pourtant vulnérables lui donne du fil à retordre. Vous enlevez les écouteurs. Ce sont les 2 roues. De plus en plus nombreux dans la capitale, ils prennent tous les risques pour éviter les bouchons. À l'image de ce cycliste qui brûle un feu sous les yeux de Pierre. Alors, monsieur, le regard au loin, ça permettrait de voir la police. Pris sur le fait, le cycliste obtempère.
Mais une fois le dos tourné, Pierre se rend compte que l'homme a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Ouais, il n'a pas voulu attendre, hein. Super bien, à la gauche. Ce cycliste n'a pas su saisir sa chance, alors cette fois, Pierre va l'intercepter. Vous n'avez pas voulu attendre? Si, j'ai attendu. Ah non, j'ai pas de vélo, j'ai attendu, monsieur. Ah non, mais Bien sûr. et le feu juste après, feu rouge. Alors, je vais regarder dans mon rétroviseur, toutes les voitures arrêtées, il y en a qu'un qui part dès qu'on est parti, Je c'est passe vous. avec un vélo, Mais non, monsieur. monsieur. Ah, Il y a un bleu qui est passé, je suis passé. monsieur. bah alors, est-ce qu'il était vert? sûr. Est-ce qu'il était vert? Ah, je sais pas, je passe une. Ah, bah vous savez pas, mais on peut pas vous faire confiance finalement. Mais si tout le monde passe le rouge, c'est pas rien en vélo, je sais pas moi, c'est. Même sur les réseaux. Selon lui, tous les cyclistes agiraient de la sorte. Il avance même un argument surprenant. C'est l'esprit du vélo, si tu veux prendre le vélo. Mais l'esprit du vélo, c'est pas ne pas respecter, se mettre en danger. J'ai arrêté la voiture parce que j'en ai marre de payer. J'ai mis 11 points, monsieur, je fais. Mais c'est pas une question de véhicule, c'est une question de respect du code de la route. C'est combien là? Bah là, on va compter que le feu. 90 €. Aujourd'hui, l'esprit du vélo ne le sauvera pas. Il repart énervé et plus léger de 90 €. Mais bien plus que les cyclistes, à Paris, ce sont les deux roues motorisées qui prennent le plus de risques. Régulièrement, Pierre met en place des contrôles pour freiner les ardeurs des plus inconscients. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur une bretelle d'accès au boulevard périphérique. Et puis on va regarder un petit peu comment se comportent les conducteurs sur le périph'. En règle générale, quand c'est fluide, peu respectent le 70. Donc on ne va pas les mesurer avec un radar, on va simplement relever tous ceux qui ont un comportement un petit peu abusif. Et ça ne va pas tarder. En à peine 2 minutes, Pierre remarque une moto. Elle roule bien plus vite que les autres usagers et zigzague dangereusement entre les voitures. Les motards se lancent à sa poursuite. Mais malgré leur vitesse, ils mettront du temps avant de rattraper le chauffard qui continue sa course folle. Vous me suivez? Les policiers le font sortir à la porte suivante. Ils attendent des explications quant à sa conduite. Monsieur, bonjour. Mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît, on va pas se mettre sur la chaussée. Vous savez pourquoi je vous contrôle? Je vais aller plus vite qu'il fallait. Ouais, je pense, hein. Je viens de faire mon téléphone, retourner à l'hôpital Georges Pompidou. J'ai été en consultation ce matin. Ouais. Toutes les personnes interpellées par Pierre ont une bonne excuse. Le motard reconnaît malgré tout les faits. Et je me suis dépêché. Ouais, vous roulez nettement au-dessus. J'ai roulé au-dessus, c'est vrai. Et lorsque vous arrivez à une vitesse un peu excessive entre deux voitures qui, elles, roulent lentement, vous vous retrouvez dans un entonnoir et à ce moment-là, je vois votre moto bouger. Potentiellement, vous pouvez tomber. Et si vous tombez et que vous faites rouler dessus, il peut y avoir des dommages corporels importants. Oui, vous avez raison. Bon, je vais vous verbaliser pour la vitesse excessive. Avec un radar, on aurait pu mesurer finalement sa vitesse et déterminer l'excès de vitesse. Quel cas, au lieu de 70, peut-être qu'il était largement au-dessus et il avait la possibilité de perdre des points sur son permis de conduire. Le chauffard a de la chance. Sans preuve de sa vitesse réelle, Pierre ne peut retenir que l'infraction de conduite dangereuse. Il écopera de 135 € d'amende. Les policiers peuvent reprendre leur patrouille. Et vous allez voir que partout où Pierre et ses collègues passent, il n'y a pas 5 minutes sans qu'ils constatent une infraction. Vous faites des franchissements de ligne blanche et vous passez à tous les feux orange. Vous présentez votre permis de conduire, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Et ça n'arrête jamais. Il y a ceux qui roulent sur le trottoir, ceux qui brûlent les feux rouges. Le feu là-bas, pourquoi vous le grillez? Et plus étonnant encore, les acrobates de la route. Poussez la moto sur le côté, s'il vous plaît. Ah oui, s'amusait à faire des roues. Hein. Il était en wheeling sur tout le boulevard. Là. C'est à croire que les deux roues auraient inventé leur propre code de la route. Là, je suis capable de l'enlever sans même le détacher. C'est qu'il y a un problème. Alors pour être au plus près des infractions, Pierre a les moyens de se fondre dans la masse pour un contrôle spécial. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en uniforme police, on reste en tenue civile, de telle sorte d'être un petit peu moins reconnu, un peu moins perçu par tous ceux qui ont l'habitude de commettre quelques infractions. Si en temps normal, Pierre constate déjà énormément de comportements dangereux en flagrant délit, cette patrouille en moto banalisée va permettre aux policiers de suivre sur la durée
l'itinéraire d'un usager prenant plusieurs risques. Et très vite, Pierre repère un scooter à la conduite douteuse. Il décide de le prendre en filature. Là, il s'est mis à droite certainement pour couper alors que c'est interdit. On va le laisser faire. Voilà, il prend à gauche. Pour gagner seulement quelques secondes, ce scooter semble prêt à tout. C'est une conduite typique parisienne. On dépasse par la droite, par la gauche. Le principal, c'est d'arriver au plus vite. Voilà, on n'hésite pas à franchir la ligne blanche. Le deux roues frôle à plusieurs reprises les véhicules venant à contresens. Là, le véhicule lui signale qu'il va tourner à gauche. Ça n'empêche pas de faire un dépassement. Cela fait maintenant 3 km que Pierre suit l'engin. Il a pu constater une multitude d'infractions. Monsieur, c'est la police. Vous mettez sur le côté, s'il vous plaît. Il en a assez vu et décide de l'arrêter. Bonjour. La conduite, ce que vous avez depuis tout à l'heure quand on vous suit sur Ride Rivoli, c'est complètement à proscrire. Avec toutes les infractions qu'il a commises, ce conducteur imprudent aurait dû perdre son permis. Heureusement pour lui, Pierre va faire preuve de clémence, espérant que cette expérience lui serve de leçon. Allez, dépassement par 3 points. Vous perdez 3 points. Normalement, vous en perdiez 6 plus de 8, ça vous perdiez 8 points si je relève les infractions que j'ai listées tout à l'heure. En 2015, il y a eu près de 60 000 accidents corporels sur les routes de France, dont la majeure partie est due à une vitesse excessive. Si dans Paris la circulation ne permet pas de gros excès, en périphérie sur les grands axes, c'est une toute autre affaire. La brigade CRS autoroutière Sud-Île-de-France gère les délits routiers au sud de la capitale. Leur zone d'action, les routes qui desservent et contournent Paris. Aujourd'hui, grosse journée de contrôle sur l'une des plus fréquentées, l'autoroute A86. C'est sur cette portion limitée à 90 km/h que le Major Bernard a décidé de se poster. Oui, Vaudreuil 97 de Vaudreuil 4, transmettez votre message. La zone est l'une des plus accidentogènes de la région. Et cet après-midi encore, ils vont en avoir la preuve. Ce matin, on vise essentiellement les grosses vitesses. On a un dispositif qui est très léger, mais on cherche absolument les gens qui mettent en danger leur sécurité et la sécurité des autres usagers. On prendra des gens qui seront aux alentours des 130 km/h. Postés un peu plus loin, sur une bretelle d'entrée, des motards sont prêts à intercepter d'éventuels contrevenants. Et pour le Major Bernard, aucun doute, c'est l'affaire de quelques minutes. 129. Là, ce qui arrive, là. Combien 129. Non, prends pas. Étonnamment, le Major n'est pas intéressé car il vise encore plus gros. Et seulement quelques secondes plus tard... 147 km/h. 147 km/h, autoroute 147 km/h. Une moto vient d'être signalée à près de 60 km/h au-dessus de la limite autorisée. Elle arrive. Le motard arrive droit sur les policiers qui vont pouvoir l'appréhender. L'homme vient de comprendre qu'il a mal choisi son jour pour rouler aussi vite. Désormais encerclés, les CRS vont l'escorter au point de verbalisation. Bonjour monsieur, police nationale, vous avez été contrôlé à la vitesse de 147 km/h sur un axe limité à 90. Ouais. Je suis désolé. Je suis en retard, j'ai aucune excuse. Le problème, c'est que vous allez être encore en plus en retard, parce que votre vitesse 147 km/h, vous êtes au-delà des 40 km/h et vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire immédiate. Je suis commercial, monsieur, si vous me faites ça, j'ai plus de boulot. Je suis désolé, monsieur. C'est toujours mieux que de se retrouver à l'hôpital. Oui, mais je suis commercial, si vous me faites ça, j'ai plus de travail. C'est pas moi qui vais vous le faire. C'est vous qui conduisez, c'est vous qui pilotez votre moto, c'est vous qui vous mettez en danger, monsieur. À cette vitesse, le moindre accident pour un motard, c'est la mort assurée. Le commercial risque de perdre son travail, alors il va tout faire pour attendrir les policiers. Je vais une visite médicale, j'ai pris la moto, parce qu'habituellement je suis en voiture, parce que j'ai plus de gasoil. Vous voyez, vraiment, si je vous demande vraiment une indulgence, c'est que vraiment c'est sincère. J'ai 4 enfants, si j'ai plus de boulot, si j'ai plus de 147 km/h, c'est limité à 90. D'accord, moi j'ai accéléré, je ne dis rien, vous êtes je ne dis rien, Mais vous savez, je vous demande une indulgence. 57 km/h au-dessus.
la limitation. C'est tout. Rendez-vous compte. Rien à faire, les CRS ne se laissent pas amadouer. Pour eux, l'homme doit être sanctionné lourdement. Au-delà de 40 km/h, automatiquement, c'est automatique, on vous retire votre permis de conduire immédiatement. Il sera présenté au juge qui décidera de la durée de suspension de son permis. Une sanction qui fait peur, surtout quand on est professionnel de la route. Comme les camionneurs, qui pour respecter leur délai de livraison, ont tendance à rouler bien plus vite que la limitation, entraînant parfois des accidents spectaculaires. La journée de contrôle des CRS continue. Cette fois-ci, le major Bernard s'intéresse aux camions. Contrôle de vitesse juste avant d'aborder le virage. 64, là. Lequel? Lui, là, la benne, là. Il se rend à hauteur d'un virage serré qui a été le théâtre de plusieurs accidents graves impliquant des poids lourds. Ici, nous sommes sur la francilienne intérieure, donc c'est un grand transit de la région parisienne. On a un virage particulièrement dangereux sur la gauche et après un deuxième virage sur la droite. C'est un endroit extrêmement accidentogène. Il est limité à 30 km/h pour les véhicules transporteurs de marchandises de plus de 3,5 tonnes. À cet endroit, on a eu un accident mortel justement dans ces circonstances, à savoir un chauffeur routier qui roulait un petit peu trop vite. Il n'a pas pu maîtriser son camion. Le camion s'est couché sur une voiture. Et dans la voiture, il y avait une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui est décédée, bien évidemment. À chaque fois qu'on a un accident à cet endroit-là, c'est un accident ou spectaculaire, ou très grave et spectaculaire, forcément. 74 km/h. À 44 km/h au-dessus de la limite légale, ce camion l'ignore, mais sa vitesse le met en danger, ainsi que les usagers proches de lui. Les CRS profitent de la verbalisation pour lui rappeler les règles. Les vitesses qui sont indiquées, ce ne sont pas des vitesses préconisées, c'est des vitesses à respecter. Dès que vous arrivez largement au-dessus comme vous en poids, la vitesse est un facteur aggravant d'accident, donc forcément, ça se couche, le véhicule peut partir en portefeuille. Vous avez fait l'objet d'une contravention, non? À 90 €. Une perte de 4 points sur son permis de conduire. Pendant 2 heures, les CRS vont assister à un balai ininterrompu de camions pris en excès de vitesse. Et ce que le major craignait le plus vient d'arriver. Il est appelé d'urgence pour prêter main forte sur un accident grave impliquant un camion. On va aller sur un accident, un poids lourd qui apparemment a quitté la chaussée et est tombé en contrebas. J'en sais pas plus. Un énorme embouteillage s'est déjà formé, alors qu'au loin, on aperçoit un impressionnant nuage de fumée noire. Arrivés sur les lieux, les pompiers sont déjà à l'œuvre. Il est temps, le chauffeur? Le chauffeur, il était pris en charge, il s'est sorti, il est pris en charge par les pompiers. L'accident est spectaculaire. Il n'implique pas un, mais 2 camions de livraison. L'un est entièrement calciné et l'autre déchiqueté par la puissance du choc. Donc a priori, ralentissement de la circulation, il freine, il percute l'arrière de la camionnette, il donne un coup de volant, il se déporte sur la droite et il chute en contrebas sur la ligne du RER. Une chute impressionnante, de près de 30 mètres de haut, directement sur les rails. Par chance, aucun train ne circulait à ce moment-là. Le bilan aurait alors été dramatique. Bon, on a un blessé grave quand même, le conducteur du camion, qui est actuellement dans le VSAB en bas, traité par les pompiers. Il a fait quand même un grand saut. L'autoroute est complètement bloquée. Les CRS vont tout faire pour désengorger le trafic. Allez faire un tour et une autre équipe là-bas pour essayer de dégager tout le monde qui est là aussi. Alors que la circulation reprend doucement sur la voie épargnée, les premiers témoignages recueillis par la police mettent en cause la responsabilité du poids lourd. La camionnette ralentit, le poids lourd ne respecte pas les distances de sécurité, le percute et tombe en contrebas. D'accord, voilà, tout simplement. Donc on est encore confronté à un chauffeur poids lourd qui ne respecte pas les distances de sécurité par rapport au véhicule qui le précède. Il n'est pas maître de son camion. S'il respecte la limite, évidemment, il n'y a pas d'accident. Le bilan est lourd. Un blessé grave, une autoroute à l'arrêt pendant plusieurs heures et une ligne de RER inutilisable. Le camion est tombé sur les rails du RER. En plus, il a tordu un support de candélabre.
il y a certainement une neutralisation du RER de la ligne pour plusieurs jours. Il n'y a pas tout là, il manque. Il manque quoi? Non, tout a cramé. Tout a cramé, ouais. Tout a cramé. Les pompiers ont donné les premiers soins d'urgence au chauffeur. Il est à présent conduit à l'hôpital le plus proche. Si les excès de vitesse mènent à des accidents dramatiques, en matière de délinquance routière, un autre fléau est combattu avec ferveur. C'est l'alcool au volant. En cause, dans plus d'un tiers des accidents mortels. A. Je lui prends ses clés. B. Après tout, c'est son problème, il sait ce qu'il fait. Depuis plus de 30 ans, l'État tente de sensibiliser les conducteurs à grands coups de spots de prévention. B. Maintenant, c'est aussi mon problème. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Mais ces vidéos ne suffisent pas. Les policiers doivent aussi recourir à la répression. 4 heures du matin, sur un grand boulevard parisien, l'heure des sorties de boîte de nuit. Nous retrouvons Pierre, le motard de la compagnie motocycliste. L'idée, c'est de faire un dispositif pour filtrer les véhicules qui arrivent dans le coin. Première voiture de la nuit. Monsieur, bonjour. Contrôle d'alcoolémie, coupez le contact s'il vous plaît en attendant. Allez, soufflez. Ouais, c'est bon. Ici, rien à signaler. Aucune trace d'alcool pour ce conducteur matinal. Mais dès la deuxième voiture, Pierre et son collègue vont tomber sur un jeune conducteur peu coopératif. Bonjour monsieur. Faites un souffle long, continu. Vous arrêtez pas. Un peu plus fort, comme s'il y avait un ballon à gonfler. Essayez de gonfler encore. Soufflez un peu plus fort. Vous n'avez même pas pris souffle. Plus fort. L'homme ne semble pas réussir à souffler dans l'appareil. Je peux pas aller plus fort. Je peux pas aller plus fort. Cet éthylotest est pourtant très simple d'utilisation. C'est un appareil qui a été prévu de telle sorte que tout le monde puisse souffler. Les asthmatiques, limite un enfant aussi sans problème. Mais en règle générale, l'heure et la sortie de boîte, il y a souvent une très mauvaise volonté un petit peu de tout le monde. Plus quelquefois un petit peu la peur du policier. Donc le souffle n'est pas forcément très naturel. À la 4e tentative, rien à faire. Le jeune homme n'y arrive toujours pas. Vous soufflez ou vous inspirez là? J'inspire à fond. Faut expirer, hein. Faut souffler, hein. Après 5 essais infructueux, c'en est trop pour les policiers. Pierre va changer de ton. Bon, apparemment vous n'avez pas l'air de comprendre. Non mais je souffle à fond. Vous le coincez avec vos dents là, l'appareil. Vous croyez que je le sens pas ou quoi? Non mais refaites-moi. Hein? Il y a un moment, il faut arrêter de jouer, monsieur. Je suis à fond. Non mais... Là vous êtes à fond. Moi je vais vous dire, je sens d'ici que vous avez picolé. D'accord? Donc deux choses l'une. Là je vous fais un dernier test. Si c'est pas bon, que vous savez toujours pas souffler correctement, on va directement dans le véhicule là-bas de police. Il y a un éthylomètre, d'accord? Et ça va pas se passer de la même manière. D'accord, non mais... Non mais... Non, je suis pas de mauvaise foi, je vous l'assure. Vous sentez l'alcool d'ici. D'accord, mais je sais. Bon, alors, c'est pour ça que vous mettez beaucoup de mauvaise volonté, on le sait très bien. On sait très bien. Pour Pierre, il n'y a plus de doute. L'homme a consommé de l'alcool. Encore faut-il savoir à quel taux. Et cette fois, le conducteur récalcitrant va retrouver son souffle. Plus fort, encore. Voilà. Vous voyez quand vous voulez. Quand on a consommé, c'est long à donner un résultat. Vous voyez, vous êtes à 0,20. La limite, c'est 0,25. 0,20, vous êtes en dessous. A priori, l'automobiliste est donc dans son bon droit. Cela étant, votre permis, s'il vous plaît. Pierre va très vite comprendre pourquoi il s'est montré si réticent. Cela étant, vous êtes jeune conducteur? Ah, mais vous, c'est pas la même limite. Je comprends pas, quand on vient d'avoir son permis il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on vous donne le permis, on me dit tenez monsieur, faites attention, c'est votre permis. Et vous, 2 mois après, vous prenez la bagnole en ayant picolé. En effet, depuis peu, pour les jeunes conducteurs, c'est tolérance zéro. En dessous de 3 années de permis, ils n'ont pas le droit de boire un seul verre avant de conduire. Une mesure forte pour combattre les ravages de l'alcool au volant chez les conducteurs novices. Donc on va juste le faire souffler maintenant dans un appareil qui a un éthylomètre qui mesure précisément le taux. À partir de ce moment-là, on saura si il est en contravention délictuelle. D'accord. Et rapidement, le résultat tombe. Le jeune homme est en pleine montée d'alcoolémie.
0,59, clairement, il est dans un taux délictuel. Donc il va être emmené en cellule de dégrisement le temps que son alcoolémie redescende à un taux acceptable pour pouvoir être entendu. Le jeune conducteur vient de perdre son permis. Pour le récupérer, il devra repasser à la fois les épreuves théoriques et pratiques. En plus de l'alcool, depuis peu, on constate une recrudescence des accidents liés à la consommation de drogue. Ils représentent plus de 20% des morts au volant. Mais les policiers ont peut-être trouvé la parade. Le lendemain, Pierre retrouve sa moto. Et au bout de quelques minutes de patrouille, il est alerté par un véhicule qui vient de tourner nerveusement sans mettre son clignotant. Mettez-le sur le côté, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Coupez le contact, s'il vous plaît, vous me présentez votre permis de conduire. Et dès le début, il semble y avoir un problème. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, il est où votre permis de conduire? Non, c'est pas un permis de conduire, ça. Alors, qu'est-ce que vous avez comme pièce d'identité maintenant? Moi, j'ai pris ça, monsieur. Et tout ça, c'est des photocopies. L'homme n'a pas ses papiers d'identité sur lui. Et en guise de permis de conduire, il ne fournit qu'une photocopie de certificat de perte vieille de 2 ans. Hein? Je suis VTC, je fais rien. VTC, c'est-à-dire véhicule de tourisme avec chauffeur. Ce professionnel de la route transporte donc des personnes dans sa voiture. Le comportement du jeune homme est étrange. Pierre décide d'approfondir son contrôle. Je vais faire un dépistage salivaire, c'est pour vérifier si monsieur a consommé des drogues, cannabis ou cocaïne ou en fait. Vous tirez la langue, s'il vous plaît? Tirez la langue. Depuis peu, les policiers sont équipés de nouveaux tests de dépistage très précis. La consommation de drogue est désormais détectable en quelques minutes. Et on va reprendre un peu de la langue. Tirez bien, tirez bien. Voilà. Je fumais ce matin, en vérité. Ce matin ou hier soir? Ce matin. Au réveil? C'est positif, là. Ah bah attendez, dans les experts, c'est rapide tout de suite, mais là, dans la vraie vie, il faut attendre un petit peu. Oh, monsieur, c'est pas fini. Bah, croisons les doigts, écoutez. Hein. J'espère pour vous, parce que vous êtes... c'est votre métier. Le chauffeur avoue avoir fumé un joint de cannabis le matin même. Très vite, le verdict tombe, et il est très étonnant pour un VTC. En fait, c'est déjà positif, là, ça commence à apparaître sur le cannabis et sur la cocaïne. La cocaïne, je suis positif. Oui. Non, là, c'est pas possible. Ben, c'est pas possible, et pourtant, moi, je suis pas médecin. Ne me regarde pas. Sur la tête de ma mère, sur la tombe de ma nièce, que je fume cocaïne, je touche pas. Eh ben, tant mieux, mais regardez. Cannabis, je vous le montre. Je fumais ce matin, je vous le montre. Il y a un deuxième trait, là, sur la bande la plus proche de vous, là. C'est tout en bas. Cocaïne, il y a un trait. Non, je ne fais pas, je fais vrai. Non, Fairvex... Malheureusement pour le chauffeur, les médicaments contre le rhume n'ont pas d'influence sur ce test. Donc forcément, monsieur ne peut pas conduire avec ces produits stupéfiants dans l'organisme. Il est hors de question qu'il prenne des clients comme passagers. Quand on est chauffeur, on peut pas conduire comme ça, c'est pas possible. Personne ne peut. C'est encore moins acceptable pour quelqu'un dont c'est le métier. Pierre contacte un officier de police judiciaire pour connaître les suites à donner à cette affaire. À partir de demain, il est en garde à vue. Monsieur, à partir du moment où je vous ai interpellé, 6h25, vous êtes en garde à vue. Garde à vue, mais je travaille, putain, je suis pas un merdeux. Et je vous l'apprends pas, monsieur, à partir du moment où il faut aller à l'hôpital. L'homme se sait désormais pris dans les mailles du filet. Et son attitude va changer du tout au tout. On est ta putain de caméra, vas-y, c'est bon là. Baissez d'un ton. La vie de ma mère. Baissez d'un ton. On me pose la question. Est-ce qu'il faut prévenir un employeur? Rien du tout, vas-y. Est-ce que vous voulez un avocat? Un avocat pourquoi? Il va me faire quoi, l'avocat? Rien, il est à côté de vous. Ah, ramenez-moi, c'est bon. Une voiture a été appelée en renfort pour ramener l'homme et son véhicule au commissariat. L'interpellé continue ses provocations. Pierre et ses coéquipiers doivent prendre sur eux. Je vais faire une petite écrasée peut-être avec vous, sur la tête de ma mère. Sérieux là? Asseyez-vous là. Je sais pas qui, c'est parce que vous avez un uniforme qui ça y est. Mais ça change rien, vous avez raison. Donc là, on se dirige à l'UTJDR, on va conduire l'interpellé avec le véhicule de police, et son véhicule qui conduisait sera également emmené, donc conduit par un fonctionnaire de police. L'UTJDR, c'est l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. L'homme va y être auditionné. Pierre et ses hommes, quant à eux, se chargent d'escorter le véhicule au plus vite. Car les délais de garde à vue sont restreints. Ils vont frayer un chemin au convoi dans les embouteillages parisiens.
En seulement 10 minutes, ils vont traverser la capitale à une heure de grosse affluence. Arrivé à l'UTJDR, l'homme va être présenté à l'officier de police judiciaire de permanence. C'est par là. Ici, vous asseyez là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, je sais pas, ça sera pas possible. Ouais, mais il va falloir y rester, monsieur. Vous avez déjà été interpellé en septembre 2015 ? Je sais pas. Bah, si. Vous avez été interpellé en septembre 2015 à Bagnolet pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Refus de se soumettre aux vérifications. Vous vous souvenez de tout ça ou pas ? Ouais. C'est quoi l'histoire? Il y a des gens, ils font pire. Ouais, mais ce qu'on vous reproche, c'est un délit, monsieur. C'est quoi le délit? Le délit, c'est le délit de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Quel usage? Il n'y a pas d'usage, il n'y a rien du tout. Eh bien, justement, je vous garde avec moi. Il y aura une prise de sang qui sera faite et elle révélera si oui ou non il y en a. Moi, je ne la fais pas, la prise de sang. Ah, mais c'est votre droit, mais je vous enverrai quand même voir un médecin et devant le médecin. D'accord, mais pas de problème, mais la prise de sang, moi, je n'ai pas mon sang. Dans ce genre de procédure, le test salivaire n'indique que la présence de stupéfiants dans l'organisme. Mais pour déceler le taux exact, il faut procéder à une prise de sang. En la refusant, le gardé à vue sera considéré comme ayant consommé le jour même. Pendant que le chauffeur est fouillé, Pierre rédige son rapport. Il ne s'étonne plus de ce genre d'affaires. Maintenant, c'est pas rare de voir des conducteurs qui sont à la fois sous cannabis, mais sous cocaïne. Donc c'est un phénomène qui se développe. C'est clairement pas du tout adapté à la conduite, et particulièrement pour des gens dont c'est le métier, quoi. Chauffeur, clairement, je peux pas comprendre qu'on puisse consommer des produits stupéfiants et à la fois faire cette activité. J'ose même pas imaginer un chauffeur de bus scolaire qui consomme régulièrement du cannabis ou de la cocaïne. Retour dans le bureau de l'OPJ. La fouille du chauffeur a payé. Allez-y, asseyez-vous, monsieur. Je vous ai fait remonter, les collègues ont procédé à une fouille, ils ont retrouvé de la résine de cannabis. D'accord. Donc on va faire une garde à vue supplétive pour la détention de produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis. Et faites tout ce qu'il y a à faire, là, faites-le directement maintenant. Comme ça, j'ai pas besoin d'être toutes les 2 minutes, viens, monte, viens, descend, viens, monte, viens, descend. L'homme commence à fatiguer. Il sait qu'il risque gros et perd son sang-froid. Vas-y, arrête de filmer. Arrête de me filmer. Jugé en état de récidive, le VTC se verra retirer son permis de conduire pendant 1 an et ne pourra plus exercer le métier de chauffeur. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans Paris, lorsque vous commettez une infraction et que vous ne voyez pas la police, elle, a la possibilité de vous voir. Les caméras de vidéosurveillance sont partout. Elles ont même doublé en l'espace de 10 ans. Dans les locaux de la préfecture de police de Paris, un petit bureau nous ouvre ses portes pour la première fois. Ces 3 agents font partie de l'unité de vidéoverbalisation. Depuis leurs écrans, ils contrôlent les images de près de 1000 caméras de surveillance dans Paris. Bien loin des pervenches et leurs carnets de contravention, c'est désormais grâce à un joystick que ces policiers verbalisent à distance. Jusqu'au bout. Ouais, juste, voilà, parfait. Là, tu laisses léger, c'est parfait là. Tu verras plein là. Là, c'est bon là. Tiens la une là. Et action. Donc là, vous venez de prendre une photo d'un véhicule qui circule dans la voie de bus, alors qu'il n'a pas le droit de circuler ici. En quelques clics, grâce à la plaque d'immatriculation, cette policière va retrouver le nom du titulaire de la carte grise. Il recevra son amende par voie postale. Et les verbalisations s'enchaînent. Ici, nous avons donc ce véhicule qui est un petit peu sur le trottoir, mais beaucoup sur la chaussée. Si un vélo veut passer par ici, il va prendre forcément un petit mètre par rapport à la voiture. Il va se retrouver sur la chaussée en même temps que le véhicule qui va pouvoir arriver là. Et donc, on peut avoir des situations dangereuses pour un cycliste ou un 2 roues. Les 2 roues, on sait qu'en termes d'accidentologie, c'est les premiers touchés, puisque dès qu'ils sont à terre, on a des conséquences graves. Ils ont les yeux partout. Couloir de bus, sens interdit, feu rouge, pas une seule infraction ne peut leur échapper, ou presque. 3 véhicules pris en infraction du franchissement du feu. J'ai commencé à 11h13, il est 11h18. Leur cadence de verbalisation donne le tournis.
Ces 3 agents derrière leurs écrans sont d'une efficacité redoutable. En décembre 2015, nous avons franchi la barre symbolique de 100 000 contraventions dressées, donc depuis la création de l'unité. Une méthode qui fait ses preuves, mais certains petits malins ont trouvé une combine pour échapper aux caméras de la police. Des entourloupes que Pierre de la compagnie motocycliste démasque régulièrement. Rond-point de la Porte-Maillot, un vrombissement de moteur. Cette moto prend des risques inconsidérés. Elle est prise en charge immédiatement. Porte-Maillot, nouveau circuit ou pas? Si ce motard se permet de rouler ainsi, c'est pour une bonne raison. Oh, c'est formidable. On a un tricheur en plus. Oh, quel tricheur. Alors, c'est dingue, cette graisse tenace sur cette chaîne qui, à chaque fois, arrive sur un chiffre 0 pour faire un 8. Pour ne pas se faire flasher ou repérer par les caméras, ce motard a son astuce. Donc il roule à très vive allure, et puis lorsqu'on l'intercepte, on se rend compte que sa plaque d'immatriculation est légèrement modifiée. Il s'est amusé avec un petit pâté. Il n'était pas ce matin. Ah, c'était pas là ce matin. Après, elle est garée dans la rue, j'ai... Ah bah oui, c'est quelqu'un qui nous a fait une blague. Je travaille dans un quartier où je connais tout le monde, et regarde aussi. Ouais. Là, ils sont un peu foutus, des fois. Ah ouais, on est d'accord là-dessus. Pour dissimulation de plaques minéralogiques, ce motard devra s'affranchir d'une amende de 135 €. Mais dans sa guerre au comportement dangereux, la préfecture de police de Paris ne mise pas que sur la répression. Elle organise aussi des contrôles de prévention. 10 h du matin, sur la place du Trocadéro, les hommes de la SCIR, service de constatation des infractions routières, mettent en place un contrôle pas tout à fait comme les autres. Ce qu'ils cherchent à éradiquer, c'est ça. Le refus de priorité aux piétons, devenu monnaie courante chez les conducteurs parisiens. Pourtant, la règle est simple. Dès que le piéton commence à manifester son intention de s'engager ou quand il commence à s'engager, les gens sont obligés de s'arrêter. C'est comme ça. Si les policiers se concentrent sur cette infraction, c'est parce que de nombreux piétons ont été renversés ces derniers mois. On est confronté avec une population qui est assez âgée et aussi mère de famille avec des poussettes. Beaucoup d'enfants aussi. Et, le problème, il est là, c'est que les gens ne s'arrêtent pas, quoi. Donc à un moment donné, on peut faire de la prévention, c'est normal, ça fait partie du travail. Mais quand c'est vraiment dangereux, on est obligé de faire appliquer les lois. Voilà. Ouais, voilà, vous avez une personne en rose. Bon, là, lui, ça va, il s'arrête, mais l'autre, non. Vous voyez? Voilà. La poussette, là, vous voyez, regardez le C15, hop, il passe devant. Voilà. C'est typique du secteur. Et là, on est confronté à ça à l'heure actuelle. Toute la matinée, le gardien de la paix Laurent va arrêter des dizaines de véhicules. Vous avez coupé la route à un piéton qui était régulièrement engagé sur le passage protégé. Si cette journée de contrôle est particulière, c'est que les policiers vont proposer à chaque véhicule interpellé une alternative à la sanction. Au lieu de perdre 4 points et payer une amende de 135 €, Laurent propose aux contrevenants de participer à un stage de prévention. Je vous laisse réfléchir. Moi, je vais faire les petits contrôles. D'accord? D'accord. C'est la première fois qu'on vous propose une alternative à la sanction. Comment vous le prenez? Je trouve que c'est mieux. C'est pour la sécurité des gens, donc il n'y a pas de problème. Donc là, la dame a accepté l'alternative à la sanction, le stage? Oui, elle a accepté tout de suite. Si la plupart des conducteurs interpellés sont ravis d'échapper à la sanction prévue par le code de la route, pour certaines personnes, le message a un peu de mal à passer. Alors que cette dame s'engage sur le passage piéton, cette voiture bleue lui refuse la priorité et donc se fait arrêter par Laurent. Donc on vous a arrêté parce que nous, on a un gardien de la paix en tenue civile qui a constaté que vous avez coupé la route à un piéton. J'ai coupé la route à un piéton. Qui était régulièrement engagé sur son passage protégé. Et je l'ai écrasé? Ben non, vous ne l'avez pas écrasé, vous lui avez coupé la route simplement. J'ai coupé la route? Oh, je peux pas croire. D'accord. Donc nous, on a une journée de sensibilisation sur les accidents de la route qui va se passer samedi 10. D'accord? C'est une petite matinée. Il faudrait venir nous voir et assister à un petit atelier de sensibilisation et vous ramener la contravention. Et il y aura extinction. Mais vraiment, je vais avoir une contravention, je roule pas vite, je peux pas rouler à plus de 10 à l'heure, monsieur. Voilà. L'automobiliste reste fixé sur la contravention. Elle n'a pas compris que Laurent lui proposait une solution qui irait dans son intérêt
et elle va même s'emporter. Après. Ouais, vous savez, il y en a d'autres qui font des tas de saloperies et vous faites rien, hein. Mais vraiment, hein. Oh oui, bah faut prendre des vieux cons, hein, excusez-moi. Hein. Je suis quelqu'un de on ne peut plus inoffensif. Franchement, je suis mais écœuré. Tous les jours, faut voir ce que je vois, moi, ici. Et là, les flics sont pas là. Tiens, lui, il est passé au rouge, entre parenthèses. Il est passé au rouge, lui. Là-bas. Le capitaine Pujol, à l'initiative de cette journée de sensibilisation, lui réexplique calmement la situation. Comme son nom l'indique, c'est une alternative à la sanction. Donc nous ne sommes pas là pour réprimander, pour réprimer à tout prix. C'est comme une action qui a un caractère pédagogique. Le petit document Finalement, comme toutes les personnes interpellées ce jour, la conductrice va finir par accepter de se rendre au stage. Allez, à samedi alors, hein. D'accord? Allez, passez une bonne journée. Au revoir, madame. Ciao. Quelques jours plus tard, dans l'ancienne école de police de Paris. Donc je vais vous demander de me suivre. Alors je suis. Avec le sourire. Ils sont plusieurs dizaines à être venus assister au stage du capitaine Pujol. Ambiance retour à l'école pour ses conducteurs, dont Karine et Yolande, qui sont bel et bien présentes. Le capitaine commence par un exposé des mauvais chiffres de la sécurité routière. 2014 à Paris, 39 tués sur la route, dont 20 piétons. C'est-à-dire plus de la moitié. Pour la première fois dans l'histoire des accidents à Paris, plus de la moitié des tués sur la route étaient des piétons. 2015, c'est une très mauvaise année en matière d'accidents au niveau national et Paris n'y échappe pas. 33 morts. À l'échelle du pays, ce ne sont pas moins de 500 piétons qui ont trouvé la mort sur les routes. Les stagiaires sont mis dans l'ambiance. Toute la matinée, ils vont enchaîner les ateliers pratiques, à commencer par le plus visuel, les distances de freinage. Ici, une voiture lancée à 30 km/h. Et maintenant, à 50 km/h. Ça permet vraiment de faire prendre conscience des conséquences de la vitesse en agglomération. Et les automobilistes, au bout de quelques années d'habitude de conduite, perdent vraiment la conscience de la vitesse et des conséquences de la vitesse. Vient ensuite le cours sur l'alcoolémie, avec un petit exercice ludique pour rappeler les doses d'alcool autorisées. Elle boit pas. Non, je bois pas. Elle boit pas. Mais ce n'est pas grave. C'est simplement, elle peut être amenée à servir ce type d'alcool chez elle. Enfin, les policiers tiennent à montrer à leurs stagiaires d'un jour quelque chose dont ils sont particulièrement fiers. Cette voiture, c'est Laurent qui se charge d'en faire l'article. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. C'est un atelier un peu découverte hein, sur un produit qui est tout nouveau, un radar mobile de dernière génération. Vous avez dans ce produit-là un radar automatisé avec doté d'une antenne radar qui est cachée derrière la plaque. Voilà. Avec son ordinateur de bord, son radar ultra précis et son flash indétectable, cette voiture à l'allure banale est un outil de choix pour sanctionner les excès de vitesse. Il est terrible ce produit. Franchement, c'est un bon investissement. Voilà. Le stage touche bientôt à sa fin. Chacun des participants va symboliquement rendre sa contravention. Ils conservent leurs points et ne paieront pas d'amende. Une petite signature, s'il vous plaît. Karine et Yolande repartent donc ravis. Dans votre état d'esprit, entre le jour où vous avez été verbalisé, vous étiez en colère. Oui, j'étais un peu en colère. Et maintenant Maintenant, je considère que c'est bien, que c'était finalement un bon rappel. Merci à vous en tout cas. Merci de votre participation. Allez, bon retour. Merci. Avec ce genre d'initiative, la police espère faire changer les mentalités et sauver des vies dans les mois à venir. Mais au vu des chiffres de 2016, la route est encore longue.